Salut Marwa, comment tu vas? Bonjour Tom, très bien et toi? Ouais, ça va. Alors je préviens les personnes, Ouais, aujourd'hui, il y a pas de caméra pour ceux qui nous regarderaient sur YouTube. Ce sera du coup pour, une prochaine fois, on l'espère. oui, la prochaine fois, c'est sûr. Yes, en tout cas, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Pour remettre un petit peu de contexte, on s'était rencontrés, si je dis pas de bêtises, à un événement physique en janvier de cette année. On avait un petit peu discuté et bah, on avait gardé un petit peu contact et du coup, bah, ça me fait plaisir aujourd'hui que tu viennes, partager ton histoire et bah, savoir un petit peu où tu en es depuis ce début d'année. Super. T'es prête? Oui, je suis prête, on fait comme ça. Ça marche. Alors la première question, même si ça peut paraître difficile pour certaines personnes, mais ça serait de te décrire en une phrase. Oui, en une phrase, c'est vraiment une question très difficile et surtout pour moi. Voilà, Mais bah, comment toi tu t'identifies en une phrase? Comment toi tu te présentes en une phrase? je vais dire, je dirais une âme curieuse et créative, en quête constante de transformation et de vérité. Voilà. Trop cool. Trop bien, bah, de toute façon, on va découvrir tout ça, dans cet Oui. épisode et l'idée, voilà, c'est qu'on reparte, on découvre un petit peu le parcours de Marwan dans sa globalité et donc j'aimerais bien, bah, moi, que tu me parles un petit peu de, on va dire, tes origines, de savoir dans quel cadre familial tu as grandi. Est-ce que tu avais des frères, des sœurs? Est-ce que tes parents étaient Ouais. peut-être entrepreneurs? Voilà, que tu me racontes un petit peu toute, cette première partie de vie. Ah oui, j'adore parler de mon enfance en fait. Alors vas-y. Donc, moi, je suis tunisienne, donc je suis née et j'ai vécu, mes 25 ans, à Tunis. Donc, j'ai 2 sœurs, une qui est plus jeune que moi, 3 ans et l'autre 9 ans. J'ai une petite nièce qui a 10 ans là. Donc, je suis vécue dans une grande famille. En fait, j'étais très proche de la famille de ma mère. On était, genre on se voyait tous les jours, donc, j'avais une très belle relation avec mes cousins, mes cousines. J'étais très proche de ma tante. En fait, je voulais vraiment parler d'elle parce que c'est une personne qui m'a vraiment inspirée et là, dans ma période de transformation, en fait, je me suis beaucoup connectée à mon enfance, en fait, parce que je voulais me découvrir, je voulais savoir, comment, j'ai pu prendre ces choix de vie, en fait et du coup, j'ai passé vraiment un temps considérable à essayer de me rappeler de ce que s'est passé de mon enfance. Ce qui est bien, c'est que j'ai vécu vraiment une enfance qui était stable. Heu, j'ai j'ai vraiment pas eu genre les les traumas qui m'ont bousculée. Donc ça ce que je me rappelle uniquement de ça pour le moment et voilà. Donc à l'école, moi j'étais la fille, qui est très brillante, j'étais timide, mais j'étais très rêveuse. Donc je OK. passais beaucoup de temps dans ma tête. Moi déjà pour info, j'ai commencé à parler vraiment après mes 3 ans. Donc moi j'ai Ah passé oui, vraiment 3 ans, dans ma tête. Je parlais pas j introspection. Oui, je parlais pas beaucoup, donc pour moi, le fait d'être aujourd'hui ici et le fait de parler et le fait de sortir en public et le fait de faire ce que je suis en train de faire, c'est vraiment quelque chose, c'est une révélation pour moi. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de courage. J'étais pas cette personne, j'étais une personne qui préfère être derrière les coulisses que être en front line, genre, être donc Ouais. Bah, donc j'ai félicitations à toi, hein, merci déjà, beaucoup, d'être là. c'est très merci beaucoup. Donc voilà, moi j'étais très brillante dans les matières scientifiques. Donc pour moi, c'était très clair de suivre un parcours qui est un peu typique en fait. Un parcours, où, j'ai fait l'école prépa et après j'ai fait l'école d'ingénieur. Donc parce qu'à ce moment-là, en fait, je savais pas quoi faire. Comme, beaucoup de monde, en fait, j'avais pas en fait, quelque chose en particulier que je voulais le faire. Je sais que je voulais être libre, je voulais, faire quelque chose qui me ressemble, mais à ce moment-là, j'ai pas d'idée. Donc voilà, je suis un parcours qui est vraiment typique. Donc, j'ai fait, ingénierie, l'école d'ingénieur en informatique en Tunisie. J'ai fait mes études et après, je suis arrivée ici en France, à Paris pour travailler en tant qu'ingénieure, en informatique et après business manager. Moi, j'ai déjà fait une, reconversion, on va dire.
de reconversion professionnelle parce que j'ai fait des études techniques et après j'ai travaillé, j'ai fait un métier qui est technico-commercial. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans jusqu'à l'année 2023 où j'ai tout quitté. Donc suite à quelques circonstances, j'étais déjà en période d'introspection, dans une période de transformation où je me posais beaucoup de questions. Et donc, dès que j'ai senti que vraiment je suis pas à ma place, donc j'ai signé une rupture conventionnelle en début 2023. Et l'idée était de voyager en fait à Bali, de faire 3 semaines à Bali pour me ressourcer, pour s'inspirer, pour respirer un peu et après reprendre un nouveau travail. Et après, ce que s'est passé, c'est que ces 3 semaines sont transformées en un an de voyage. Ouais, Après, j'ai rentré à Paris début 2024 avec plus ou moins un plan d'action. C'est pas un plan d'action très complet, mais en fait, avec une vision très claire que je voulais plus retourner au salariat. C'est pas question salariat, c'est question que moi, je voulais faire quelque chose qui vraiment me ressemble parce que avant, j'avais une vie qui était très bien, en fait. Qui sur papier, je couchais toutes les cases. Mais je ressentais toujours un vide. Ma seule motivation était vraiment de prendre une vacance et voyager pour se sentir libre, en fait. Mais ici, mes quotidiens étaient voilà, je suis en train de fuir à moi-même. ouais, Donc ouais, OK. heu, Mais donc ça, on va y voilà. revenir justement sur cette, 2e aspect de la vie. Je vais un petit peu m'attarder sur la 1re, on va dire partie. Oui, oui, Donc bien toi, sûr. tu fais, jusqu'à tes 25 ans, tu es en Tunisie. J'avoue que jamais été là-bas. Heu, Tunis, c'est comment la vie là-bas? Est-ce que, on est bien? Est-ce qu'il y a quand même des quartiers, je sais pas, Mmh pauvres? mh. C'était quoi un petit peu ta vie, là-bas en Tunisie? Et notamment à Ma Tunis? vie, je viens d'une famille qui est normale, on va dire. À ce OK, moment-là, j'avais pas l'impression que j'avais besoin des trucs. En fait, peut-être j'ai de la chance d'être née dans une époque où il y a pas trop d'Instagram, de social media, de trop. Donc, pour moi, j'avais tout ce que j'avais besoin. Mes parents étaient là, mais je sais que j'étais dans la classe moyenne, en fait. OK. Donc, tout va bien. Côté sécurité, moi je suis née dans l'époque de Ben Ali, donc la Tunisie était un exemple dans tout ce qui est sécurité et vie stable. En fait, c'est ce qu'on voit dans sur les télés, etc. Donc pour moi, D'accord. franchement, jusqu'à l'année 2020, parce que l'année 2020 c'était un grand changement à Tunis, et vraiment c'était l'année de la révolution. Donc, pour moi, tout va bien en fait. En Tunisie, c'était vraiment la période la plus. On, on avait tout ce qu'il faut. On était en sécurité. La vie est belle. Donc, ça, c'était pour moi en tout cas. Il y avait des gens qui galèrent. Il y avait, Oui, bien sûr. en fait, la Tunisie, c'est un pays qui est très petit, mais tu trouves tout. Pour moi, la Tunisie, c'est une expérience qui m'a fait. C'est vraiment une que il m'a beaucoup appris parce que tu trouves tout, tout genre de personnes, tout type de personnes, tout type de situation. C'est à toi de voir où tu veux te positionner. Tu peux être très successful en tant que études, carrière, etc. Tu peux trouver toutes les excuses de ne pas les faire en fait. Donc c'est à toi. Si tu veux faire quelque chose, tu as tous les moyens à les faire. Il y a beaucoup de gens qui sont inspirants. Moi, je suis d'une famille où mes oncles, par exemple, sont des personnes artistes, on va dire. J'ai un oncle qui est écrivain, j'ai un oncle qui était travaillait dans le ministère de tourisme. Et donc, je suis venue d'une famille qui était un peu active et ça m'a beaucoup inspirée aussi. Donc, à ce moment-là, franchement, tout va bien. Après l'année 2011, moi, j'étais deuxième année prépa. C'était l'année où j'ai découvert que voilà, il y a des gens qui galèrent. Parce que c'est comme ce qui se passe en Europe, c'est pas en Europe, c'est dans tout le monde actuellement, c'est que on voit pas vraiment la vérité telle qu'elle est. Donc Mmh. il y a des gens qui vivent une très belle vie, il y a des gens qui galèrent et nous on suit ce que les médias nous montrent.
Donc, pour moi, c'était une surprise de découvrir que notre président, c'était pas le meilleur, en fait, et que il y avait des failles, et qu'il y avait des gens qui galèrent, et qu'il y avait, voilà, pas mal de choses. En fait, je voulais pas parler politique, je suis pas trop politique, en fait, mais c'était vraiment une surprise pour moi. Mais à ce moment-là, j'ai découvert que nous, les Tunisiens, on a une fierté et on a une résilience et on peut dire non, même au président, même à n'importe quelle personne. Et ça, vraiment, c'est un caractère que tu peux trouver presque dans tous les Tunisiens. Ce que nous, si on voulait faire les choses, si on voulait dire les choses, on va les faire jusqu'au bout. On n'a pas cette peur, on n'a pas cette genre hésitation. On est, je sais pas comment dire, genre, allez, on fonce. Donc, malheureusement, il y a des gens qui galèrent, c'est pas le cas pour tout le monde en fait. Mais Ouais, bien sûr. OK, donc voilà, c'est la Tunisie, c'est pas uniquement ce qu'on voit sur les réseaux dans les télés. Même moi là, ça fait presque 10 ans que j'habite à Paris et à chaque fois que quand je rentre, je découvre une nouvelle génération et une nouvelle façon à vivre et en fait, il y a plein de contrastes partout en fait. Euh, Tu trouves les gens qui sont genre, je voulais pas parler matériel, mais en fait, même niveau de vie, euh, tout, en fait, qu'ils ont tout. La liberté dans tout. Et il y a des gens qui ont rien, et en fait, rien. Il y a deux mondes qui vivent en parallèle, et chaque monde, il sait pas que l'autre existe. ouais, ouais, Et je c'est comprends. triste en fait. Et à chaque fois quand je rentre, moi, je connais des gens de partout en fait. Et je me disais que c'est très triste, c'est ce qui se passe là-bas parce que c'est pas la faute du peuple, c'est plutôt, voilà, c'est les gouvernements, c'est quelque chose qui est plus grand de nous, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui continuent toujours à avoir de l'espoir, qui continuent à travailler, qui continuent à avancer. Il y a toujours donc c'est pas une excuse pour dire que non, moi je viens du nord africain, donc j'ai pas les moyens. Non, il y a des gens qui font des très belles choses, que ce soit en Tunisie ou bien dans le monde entier, et ça c'est bien. Donc au moins, juste pour info, c'est pas une publicité, hein, c'est que je fais une partie d'une organisation, j'organise un festival en Tunisie qui va se passer en novembre. Et les organisateurs sont des Allemands, des Tunisiens, des Français. En fait, on est en communauté et on voulait vraiment montrer la vraie face de la Tunisie. Donc, ce festival, festival musique, spiritualité et workshop et fashion. Et en fait, la majorité des participants sont des Européens et ça va être trop cool parce que moi, j'ai hâte en fait de montrer que la Tunisie, c'est pas que qu'on voit dans les télés, c'est un très beau pays. C'est les gens sont super gentils, ils sont très bienveillants et on a une richesse qui est, je sais pas, je trouve pas le mot, mais voilà en tout cas. Ouais, je comprends, mais déjà, c'est bien que même 10 ans après ton départ, tu fasses, encore aujourd'hui des actions pour, ton pays d'origine. Ouais. Oui, j'aime bien. Bah, moi, ma famille, elle est toujours en Tunisie, donc il y a que moi ici. Mes parents, mes frères, j'ai pas de frères, mes sœurs, ils sont à Tunis et donc je rentre au moins 2 fois par an. Je peux pas rester plus parce que pour moi, j'ai l'habitude aussi d'être un peu indépendante et libre, d'avoir mon espace. Donc pour moi, quand je rentre Mmh. là-bas, c'est aussi donc voilà la famille. Tout reste le même et moi j'ai beaucoup évolué. Donc après 2, 3 semaines, je commence à être non non non, je voulais avoir ma place. Donc mais j'adore la Tunisie. À chaque fois quand je rentre là-bas, franchement, Mmh c'est et génial. justement, il y a pas excuse-moi de t'avoir coupé, mais tu as dit 2 choses qui étaient intéressantes parce que dans les pays, maghrébins et tout ça, c'est vrai que la famille, ça reste un pilier très, très fort et d'un autre côté, tu disais que tu avais besoin d'avoir ton espace. Est-ce que c'est un truc que tu avais, identifié dès ton plus jeune âge?
d'avoir ce besoin d'indépendance et de se retrouver toute seule? Ou tu l'as découvert un petit peu plus tard sur le quand tu étais, je sais pas, à Paris Je ou dans pense d'autres que je moments? l'ai découvert depuis mon jeune âge. En fait, moi, à 18 ans, après avoir passé mon baccalauréat, j'ai parti, dans une autre ville pour faire mes études et donc depuis 18 ans, j'avais l'habitude de vivre toute seule. Donc moi, je rentrais, chez moi chaque semaine, mais quand même le fait de passer 4 5 nuits toute seule avec des amis, c'était une forme de liberté pour moi et une forme d'expression parce que j'étais cette fille qui est timide et donc ma famille, elle a une image de moi que moi je suis timide, que je suis brillante, que je suis alors que moi j'ai plein d'autres choses et même là, quand je dis à ma mère que moi, je me réveille à 7 heures du mat pour faire du sport, elle me dit, désolée, mais vraiment, je te crois pas, tu vois. Donc, ma famille, ils gardent de moi cette vision de moi, la petite jeune âge, alors que moi, je me suis vraiment pas changée, mais j'ai eu une autre personnalité. Donc, cette personnalité que j'ai construite, en fait, parce que j'ai appris à vivre toute seule. Après, donc, moi, j'aime bien être avec ma famille, mais je pense que c'est très important pour chaque personne de vivre seule et de se découvrir parce que c'est pas le confort qu'on a chez nous, ça peut être une zone de confort en fait et on peut pas prendre beaucoup de cette zone. Donc pour Mmh. moi, j'ai vraiment construit un monde qui est propre à moi, c'est qui est vraiment ici à Paris, je me sens chez moi, donc c'est ça fait quand même des ans pour moi, c'est vraiment une très longue période et et pour moi, après un certain moment d'être là-bas, je commence, j'ai ma routine en fait, j'ai mes quotidiens, les choses, donc j'ai des journées où je voulais vraiment être toute seule, je voulais pas sortir, je voulais pas parler, tu vois, donc c'est très important pour moi d'avoir mon espace qui est propre à moi. Et ça, c'est pas évident chez moi parce que voilà, chez moi, ma maison, notre maison, elle est en face de la maison de mes grands-parents et donc la porte, elle est toujours ouverte. Il y a toujours des invités. C'est très bien Oui, c'est ça pour. culturel, hein, c'est ce que Oui, je disais, ouais. c'est très bien pendant pour 2 3 jours, mais après je commence. Ah non non non, je voulais vraiment être toute seule. Ouais, ouais, je comprends. Trop bien. OK. J'avais une autre question par rapport, du coup, à ton passage à Tunis et après on pourra, se pencher sur, ta vie, on va dire, plus parisienne. Tu dis que tu as fait du coup des longues études, et notamment dans, merde, c'est pas l'informatique, L'ingénierie. mais c'était l'ingénierie. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as poussé du coup tes parents? Parce que, tu vois, en France, on dit: «Fais des longues études». Est-ce que c'était la même chose côté, du coup, la Tunisie? Ou, c'est vraiment, un truc qui t'est venu, comme ça et tu as voulu aller explorer? En Est-ce que je veux fait, dire le cadre ouais. des études est important, en tout cas en Tunisie? Oui, 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 bien sûr, c'est très important. En fait, voilà, c'était une pression indirecte, genre, ils m'ont pas dit, tu dois être ingénieur ou bien médecin ou bien que ce soit. Mais c'était très important pour eux d'avoir des bonnes notes et d'être sur cette voie, d'avoir vraiment des études considérables, dire ça. Pour le statut un petit peu? Oui, pour le statut, c'est quelque chose qui est très important et moi je suis pas contre ça franchement. C'est très bien d'avoir des études, parce que moi jusqu'à mes 20 ans, mes 25 ans, je savais pas quoi faire et donc au moins OK, j'ai fait 6 ans d'ingénierie en informatique et cetera. Ça m'a pas servi à grand-chose parce que là, j'ai tout laissé, mais ça m'a appris de les logiques, en fait. Je sais pas comment exprimer, mais c'est très bien, c'est très bien de poursuivre aussi quelque chose si on sait pas quoi faire. C'est très bien d'avoir des études. Par exemple, on est perdu, on peut prendre un schéma qui est très court et on peut, je sais pas, aller, je voulais pas dire aller se marier ou bien parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais voilà, choisir ce qui est facile. Mais le fait de suivre un parcours universitaire qui est important, même si après, on va pas travailler. On veut pas faire ça toute notre vie, mais c'est très important aussi, même côté mental.
OK, je vois. Ma famille, franchement, ils m'ont pas forcé à faire ça, mais pour eux, c'était très important parce que moi, j'étais déjà priante, donc ma famille était pas genre, j'avais déjà les notes, j'avais pas besoin que eux ils me fassent la pression. Mais moi, à cette époque-là, je savais pas vraiment quoi faire. Pour moi, je savais pas que moi j'étais créative. Pour moi, je suis quelqu'un qui est très bien en maths et physique, donc j'étais très relationnelle et pour moi, c'était tout à fait normal de suivre un parcours qui est comme ça. Après, moi, je me suis posé la question quand j'étais petite, qu'est-ce que je voulais suivre comme étude et j'ai trouvé que moi, je voulais être architecte ou bien psychologue. Ça n'a rien à voir avec l'informatique, mais en fait, peut-être c'est ce que il y a quelque chose qui m'a poussé de dire psychologue, mais pour moi, pourquoi psychologue? Parce que moi, je suis empathique, parce que moi, je peux ressentir les énergies et donc pour moi, c'est très facile de comprendre l'autre. Et architecte parce que je peux avoir une vision globale en fait et après la concrétiser. Donc pour moi c'est le titre, pour moi ça dit rien, mais il y a des raisons derrière ce choix-là. Et peut-être ce sont les raisons qui m'ont poussé à faire ce que je fais actuellement. C'est que voilà, donc moi je sais que j'ai d'autres compétences qui sont des compétences naturelles et c'est que j'ai j'ai une énergie à haute vibration et je suis très connectée à mon intuition. Mmh. C'est quelque chose qui m'aide énormément à ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà, je regrette pas franchement de faire ces études, même si c'était vraiment très lent, même si c'était pas facile. Mais dans les moments de doute, je me disais que si j'ai réussi à faire ça alors que c'était pas vraiment quelque chose que j'aime, alors que je peux tout faire en fait parce que je me rappelle moi c'était pas facile, j'étais OK brillante mais j'ai refait des années, par exemple l'école prépa quand j'ai passé le concours national, je l'ai passé en 3 fois. J'ai eu des moments très difficiles en fait. Mais j'avais une résilience que voilà, si moi je sais pas quoi faire, alors que j'ai cette option et qui est une option qui est pas mal, pas quelque chose à négliger de se retrouver à une école d'ingénieur. Je me disais à ce moment-là, je dois au moins finaliser ça et le moment va venir où je vais savoir je vais aller dans ma vie. OK, trop bien. J'aimerais bien que tu me parles, brièvement de ton arrivée en France du coup. Pourquoi tu es allé là-bas et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien? En fait, j'ai beaucoup voyagé même avant de la France. J'ai fait des stages à l'international. J'étais très active dans les communautés. Et donc, il y avait un stage humanitaire qui m'a beaucoup inspirée. J'ai passé 2 mois à Pologne. Et à ce moment-là, c'était ma deuxième année de faculté et je me disais que moi, je voulais vivre ailleurs en fait. C'est pas question que la Tunisie me plaisait pas ou quoi. C'est pour moi, c'était que en fait, je voulais vivre une autre expérience. C'est bon, j'ai déjà vécu, j'ai vu ce qu'il y a à voir en Tunisie, donc je voulais vraiment vivre ailleurs. Je voulais avoir une autre expérience et je voulais recommencer une autre vie dans un autre coin du monde. Donc moi, mon plan, c'était d'aller en Allemagne, à Berlin. J'ai même fait 2 ans pour étudier l'allemand et après, et après, c'était comme mes études étaient déjà en français, donc c'était plus facile de trouver quelque chose ici à Paris. Voilà, j'ai trouvé une opportunité qui m'a appris le métier commercial. Le choix était en fait, c'était pas par choix, c'était plus, je suis venue ici pour passer mon projet de fin d'études et comme j'avais pas le temps, donc la première société qui m'a acceptée, je me suis dit: «OK, vas-y, je fonce, je vais aller à Paris et après on verra» et après j'ai tombé amoureuse de Paris. Franchement, moi j'adore Paris même si même si je pense pas que je vais vivre toute ma vie ici, mais Paris reste une ville qui a plusieurs facettes. Ce qui est bien pour nous, les Tunisiens, c'est que même si on est loin de notre famille,
c'est que il y a beaucoup de Tunisiens ici. Donc moi, j'ai retrouvé tous mes amis, même des amis d'enfance. Donc je me suis jamais sentie vraiment toute seule. J'ai des amis qui, pour moi, ce sont une deuxième famille. Et donc c'était pas très difficile de s'intégrer à Paris. Donc franchement, je ressens pas genre que je suis dans une autre planète. Je ressens que vraiment Paris c'est la Tunisie, mais c'est juste avec l'architecture européenne et avec une structure qui est vraiment, je sais pas comment le dire, je voulais pas dire de n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de Tunisiens, c'est la même mentalité. Nous, les Tunisiens et les Français, on partage beaucoup de choses. On a beaucoup de choses en commun. Donc pour moi, l'intégration, elle n'était pas vraiment très difficile. La langue, côté de langue, côté c'est même en Tunisie, il y a pas mal de Français, donc vraiment c'est pour moi it's a home for me, c'est ma maison. Donc ce qui Mmh. me manque, c'est que mes parents et mes sœurs, c'est vraiment que la famille. Donc voilà, donc ça fait vraiment 10 ans là, je suis en train de penser comment j'ai passé ces 10 ans et là je commence à avoir d'autres opportunités pour déménager, donc je suis en train d'étudier ça. Mais Tu verras, ouais. oui, on verra, mais je retourne à ta question. Pour moi, la France, c'était plus, c'est pas que la France, c'était pour moi pour aller voir ailleurs, me découvrir, parce que si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Et, et voilà, donc pour moi, vivre en Tunisie, c'est pas parce que je suis née en Tunisie, je dois vivre toute ma vie. Je suis née là-bas, j'ai ma famille, j'ai ma culture, je suis fière de d'où je viens, mais je voulais vraiment, quand tu m'as demandé comment tu définis, je suis une âme. Donc, pour moi, je peux vivre n'importe où, n'importe comment. Je suis pas définie par culture, par religion, par pays, par rien. Donc, moi, je voulais Ouais, mais avoir ma liberté de vraiment de choisir où je voulais vivre et choisir quelque chose qui me correspond. Et voilà. ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et justement, j'ai l'impression que parfois il y a, une espèce de, je vais pas dire compromis, mais toi tu te définis comme une âme alors que, donc il y a un peu ce côté spirituel et du coup je me posais moi la question, peut-être que je vais absolument me tromper et du coup tu vas pouvoir, m'éclairer là-dessus. C'est que, hem, la religion était, différent de la spiritualité ou en tout cas les 2 ne pouvaient pas s'accorder. C'est quoi un petit peu ton ressenti par rapport à ça? L'idée c'est pas de faire Oui, un débat de oh, d'1 oui, heure, oui, oui. mais de se dire, bah, dans un pays, peut-être comme la Tunisie qui a ses règles, sa culture et cetera, sa religion, que ce soit même d'ailleurs en France ou des choses comme ça, on est Mm, mm, mm. un petit peu Oui. cadenassé par rapport à ça et le fait de s'échapper et de découvrir une autre voie, ça peut, bah, poser des problèmes pour certaines personnes parce que justement on s'écarte du chemin initial, quoi. Oui, pour moi, en fait, la religion, c'est une forme de spiritualité. Que on peut pas dire je suis spirituel alors que, bah, je voulais pas vraiment, c'est un grand sujet. Parce que chacun, il définit ça comment il veut et je respecte chaque avis, moi. Donc, pour moi, c'est vraiment la religion, c'est une forme de spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est que toi, tu es connecté à quelque chose invisible, quelque chose qui est plus grand de toi, peut-être quelque chose qui est en toi-même. Et ça, ce qu'est la religion. Peut-être la religion, l'islam, il croit en Dieu. Je sais pas, les bouddhismes, ils croient en Bouddha. Donc, moi, j'ai beaucoup voyagé et là, j'ai une autre vision des religions. Chacun, OK. donc les religions, presque toutes les religions, c'est pas presque, toutes les religions en fait, et ils ont les mêmes. Je dois vraiment faire très attention parce que ça, c'est quelque chose qui est très sensible. Ouais, bah, Donc sinon oui, le oui, mais sujet mais en tout mais cas, voilà, c'est pas c'est grave. possible de Mais c'est pas grave. Moi, je veux bien en parler parce que c'est quelque chose qui est, c'est pas un tabou en fait. Ça, chacun il pense à ça ce qu'il veut. Moi, je juge personne. Et en tout cas, ça c'est mon point de vue. Pour moi, la religion, toutes les religions, quand j'ai pratiqué, moi, c'est pas que j'ai pratiqué, mais moi, j'étais très curieuse quand j'étais en Asie, quand j'étais au Mexique, etc. Et donc j'ai remarqué qu'en fait, peut-être toi,
définis un Dieu comme un Dieu, l'autre il le définit comme, je sais pas, Bouddha, mais l'idée derrière c'est la même en fait. C'est que toutes les religions, ils font appel que toi, tu dois être connecté à toi-même. Tu dois vraiment être en peace avec ce qui est à l'intérieur de toi. Et toutes les religions, ils font appel que ce que tu cherches à l'extérieur, il existe déjà en toi. Et ça existe en islam. C'est tout. Je dis l'islam parce que je crois en ça, mais je crois en toutes les religions et je crois que chaque personne, elle choisit ce qu'elle a à choisir. Moi, ce que j'aime pas, ça c'est mon avis personnel, c'est que parfois on voit les religions, comment les gens, ils nous ont communiqué ça. Moi, avant, je vois une religion X parce que j'ai vu X et Y, Z des personnes comment eux ils pratiquaient ça. Alors que la religion, c'est pas du tout ça. Que il faut vraiment voir ça sans jugement Mmh. et il faut vraiment et se connecter à nous en fait. On a la réponse. Si tu crois que c'est quelque chose qui peut t'aider dans ta vie quotidienne, alors pourquoi pas? Pourquoi dire de religion? Pourquoi entrer dans les débats? Pourquoi voilà des guerres, machin? Et ça sert à rien en fait. Ça reste ton avis qui est propre à toi et à chacun en fait, il doit être conscient et convaincu en fait de ce qu'il pense. Ouais, ouais, je C'est le comprends. plus important en fait. C'est le plus important Ouais. d'être convaincu de ce qu'on pense. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent des religions par peur et moi, j'ai vu ça et j'ai vécu ça. Il y a plusieurs personnes qui pratiquent les religions par peur de ce qui va se passer, alors que c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout ça. Si on arrive à lire entre les lignes de chaque religion, on trouve que non, c'est pas par peur, c'est pas pour notre bien, en fait. Ouais. Il y avait un chanteur et après on clôturera ce sujet, mais qui disait, j'ai plus les paroles exactes, mais qui disait en gros que c'est pas la religion le problème, mais c'est les hommes qui la pratiquent et je trouvais ça Exactement, oui. intéressant, tu vois? C'est exactement, oui. Moi, c'est quelque chose que j'en parle pas souvent, mais il y avait une période où j'ai beaucoup posé la question sur la religion parce que je suis née dans une famille musulmane et du coup, j'ai vu toute ma famille pratiquer l'islam tous les jours. Mais mais c'était pas heureusement d'une façon très stricte. Donc on était laïque, on peut dire ça. Et le jour où j'ai arrêté de voir la religion, comment moi j'ai appris ça à l'école, dans ma famille, etc. J'ai vu la religion que c'est quelque chose qui j'ai appris des belles choses de religion, c'est que moi je peux pardonner en fait, je peux pardonner moi-même et je peux pardonner les autres. C'est que moi, je suis toujours grateful. Parfois, j'ai des mots qui sortent en anglais. Cette gratitude parce qu'en islam, on pratiquait ça tous les jours, en fait. Mais il y a beaucoup de principes dans la religion que nous, on pense que il existe comme ça et on se focalise que sur les choses qu'il nous montre. Alors que si on prend les choses basiques, en fait, c'est comme ça. C'est chaque jour, on se rappelle que nous, on a de la chance d'être en bonne santé, on a de la chance d'avoir des gens qui nous aiment et qui, voilà, au moins d'avoir cette capacité à penser comme ça. C'est, et ça, ça peut changer en fait. Toute une journée, ça peut changer toute une vie. Et moi, je suis née avec cette mindset que voilà, tu dois dire Alhamdoulilah tous les jours. Avant, Mmh. pour moi, c'est juste un mot, mais après, je me suis dit, c'est en fait, moi, je suis comme ça parce que il y a ma mère qui m'a appris ça, en fait. Mais pourquoi moi je juge toute une religion parce que j'ai vu quelques actions qui me plaisaient pas? Mais pourquoi je me focalise pas que sur les bonnes choses? Et après, c'est pas à moi de changer le monde. Moi, je prends tout ce qui me rassemble et après le reste, c'est chacun, il le prend comme il veut. Ouais, exact. Bah, c'est bien d'avoir quand même, cette, maturité-là. Du coup, si on poursuit un petit peu l'histoire, tout à l'heure, tu as dit que, voilà, tu es arrivé en France, tu as fait à peu près, 6 ans, de salariat et tu étais même passé, dans la partie commerciale. Hem, Après cet épisode-là, voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu disais que tu avais besoin de peut-être de te retrouver, des choses comme ça.
comment le switch, il se fait entre le passage, on va du salariat à, ta nouvelle vie entre Ah, je suis en train de de vivre ce switch-là. ouais, En fait, ça fait, on va dire 2 ans. 2 ans, cette année, surtout cette année 2025, c'est vraiment l'année où, j'ai commencé à penser à ça sérieusement et d'ailleurs, c'est pour ça, on s'est retrouvés dans un séminaire, dans un salon. J'ai commencé à découvrir et à être très proche des personnes comme ça pour comprendre, en fait, parce que personne m'a appris comment être entrepreneur ou comment penser à mon projet. Moi, tout mon entourage, presque tout, et sont des ingénieurs et des médecins. J'ai ouais, pas des gens qui sont fait ce pas-là. Et du coup, je savais pas comment faire. Au début, en fait, quand j'ai parti à Bali et après, j'avais cette année sabbatique. Donc, il y avait des moments où j'étais pas bien. En fait, j'avais tout, je sais pas, j'étais au Japon, j'étais au Vietnam, mais je me rappelle, il y avait des journées où je restais dans ma chambre, je voulais pas sortir et je me sentais que je me force, en fait. Et je commençais donc à poser la question, à comprendre que moi, j'ai peur, après tout ce rêve-là, de reprendre la même vie, de reprendre, voilà, le même travail, le même rythme, le même quotidien, de me retrouver une autre fois dans ce système et bloqué. Et ça m'a fait vraiment, c'était une source d'angoisse pour moi, même si j'avais tout ce qu'il faut, j'étais vraiment libre sur toutes les cases, mais j'arrivais pas à profiter de ça. Et du coup, voilà, je me suis dit, là, je vais me concentrer sur mon quotidien, donc qu'est-ce que je fais en ce moment-là. Et c'est pas, j'ai commencé à lire, mais moi, je lisais tout le temps, mais il y avait en particulier un livre qui m'a beaucoup changé. Et, et en fait, j'ai passé 6 mois à lire ce livre parce qu'il y avait des parties que je les lisais 2, 3 fois. Et en fait, ce livre parlait comment toi, tu cherches ta mission de vie et comment toi, tu fais quelque chose qui te ressemble. Et en fait, la réussite dans la vie, c'est pas d'avoir de cocher des trucs matériels, en fait. C'est euh, d'être heureux de ce qu'on fait là au moment présent. Et j'ai commencé à penser à ça et après une nuit, j'étais au Mexique et franchement, j'oublierai jamais cette nuit où j'ai eu une vision complète. Après 10 mois de voyage, j'avais une vision complète que c'est comme si chaque rencontre, chaque passage, chaque expérience que j'ai fait dans ma vie, elle m'a amenée à ce point-là et je peux pas faire marche arrière. Je peux pas retourner à faire les mêmes choses. Et je me suis dit, OK, pour ne pas me faire la pression, je vais dire, j'ai encore une année de chômage. Donc, je me suis dit, j'ai l'année 2024, je vais essayer, je vais rentrer à Paris, je vais essayer, je vais commencer par créer une communauté et je vais faire ça légalement et je vais essayer de vraiment de faire les choses comme il faut. Et après, ça marche pas, c'est pas grave, je vais retourner, mais au moins j'essaie. Et voilà, j'ai organisé ma première retraite ah, c'est une retraite de et une actuellement. retraite spirituelle. En fait, Ouais. c'était une retraite pour 30 personnes à Paris et un week-end all inclusif où j'ai organisé plusieurs activités qui étaient pour moi l'idée d'inspirer. Donc moi, j'ai eu l'idée de créer une communauté et de créer des espaces qui permettent aux gens de se connecter à eux-mêmes. Parce que je pense que si on a des questions dans la vie, on peut trouver les réponses que à l'intérieur de nous. Si on cherche ailleurs, on va rien trouver, on va se perdre. Mais si on se connecte à nous-mêmes, on va vraiment trouver toutes les réponses et on va accepter avec un bon cœur tout ce qui se passe dans notre vie et ça peut changer beaucoup de choses. Déjà, ça diminue le stress et diminue le stress et la frustration. Et donc voilà, c'était ça mon idée. Je me suis dit, moi, il y a des personnes que je connais qui n'ont pas eu cette chance de voyager, de vivre ces expériences, comme par exemple les caca cérémonies, les retraites, les machins, tous ces workshops à Paris. Moi, je voulais
je voulais prendre tout ce qui m'a impressionné, tout ce qui m'a inspiré dans tous mes voyages et je vais créer un espace où je permets aux gens de, de se connecter à eux-mêmes en pratiquant des activités de pleine conscience qui nous permet d'avoir cette conscience élargie. Et ça, ça peut être par des choses simples, en fait, par des choses comme ecstatic dance. Donc, nous, on danse sans parler pendant 1h30 ou bien, voilà, cacao cérémonie. On utilise cette plante qui est sacrée, qui utilise pendant des générations en Amérique latine, qui a scientifiquement prouvé qu'il y a beaucoup d'effets. On utilise Kundalini, des activités qui nous permettent de travailler sur la respiration et se connecter. En fait, pas mal d'activités qui sont aussi simples, mais qui ont un effet qui est parfois, qui peut changer beaucoup de choses. Et moi, à ce moment-là, je pensais à mon entourage, parce que mon entourage, il était comme moi, très sceptique, très scientifique. Pour nous, l'énergie et les machins, ça, c'est des bullshit, c'est du blabla. Ça, c'est pas sérieux, ça. Bah oui, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui pensent comme ça, en fait. Hmm. Et moi, j'étais parmi deux, en fait. C'est pour ça que moi, je voulais faire ça parce que je vois les faits, parce que je vois comment ça m'a changé quand j'ai commencé à m'ouvrir, en fait, à de nouvelles expériences et ne pas être dans le jugement. Donc, ok, je vais essayer et je vais voir. Et quand j'ai essayé, ça a changé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi, je voulais promouvoir en fait ces pratiques et je voulais inspirer les gens que dans ce monde-là où tout va avec une vitesse incroyable, dans ce monde, il y a de tout, de machin. En fait, parfois on se sent perdu. Et la réponse, en fait, c'est qu'on doit retourner à nous-mêmes. Ça peut être par quelque chose qui est très simple, par la respiration. Et donc, je voulais pas être comme ça. Je voulais en fait structurer comment j'ai commencé parce que c'est très important en fait. J'ai beaucoup changé dans ces 2 ans. J'ai commencé par cette retraite, j'ai rassemblé les gens et j'ai vu la transformation. J'ai vu la transformation à l'instant T, comment les gens ils ont commencé à être vulnérables, à montrer cette vulnérabilité, son jugement et à parler d'autres choses. On a l'habitude d'en parler quand on est dans une soirée ou bien dans un festival de musique ou bien donc un truc genre on parle vraiment de nous et ça Ouais. c'est pas quelque chose qu'on le fait tous les jours. Et donc voilà, j'ai fait cette retraite. C'était vraiment une très belle réussite. C'était une expérience. Je l'ai fait toute seule. J'ai créé légalement l'agence événementielle EcoBurn et voilà, j'ai commencé. Donc c'était vraiment des montagnes russes, des journées où moi, là, je fais quoi? C'est pas facile. J'ai fait une formation de marketing digital marketing. Et là, j'ai commencé à structurer mon business. Et après, je voulais pas vraiment être que dans l'organisation. Je voulais donner quelque chose direct. Donc, j'ai fait une formation de breathwork. Donc là, je suis coach en breathwork et cette formation, en fait, une formation qui est complète sur le système nerveux, sur les traumas, sur le coaching, sur pas mal de choses. Et voilà, depuis cette année, je commençais à vraiment commercialiser, si on peut dire ça, mes solutions. J'ai créé des programmes et voilà. Donc, je découvre ce nouveau monde-là. C'est pas facile, c'est très challengeant, Ah mais c'est ce que je te vibrais aussi. mais oui, oui. Mais ouais, voilà. Donc, je regrette pas, et même si parfois c'est facile de dire que non, c'est pas facile, mais c'est passionnant. Mais si on le vit vraiment, c'est parfois on a des périodes où on se sent dans le vide en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après et on a des attentes. Et après, dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Il faut avoir de la patience. Donc moi, je partage vraiment les outils qui m'aident à m'organiser dans mon quotidien, qui m'aident à m'organiser dans ma vie en général, qui m'aident à ne pas être cette fille qui est vraiment très
pense un peu partout, donc j'essaye de m'organiser et ça, c'est vraiment, je me sens que ma vie, c'est le jour et la nuit. Je me suis beaucoup, beaucoup, mais beaucoup changée. Là, je suis en train de me découvrir. Je réagis différemment aux choses, en fait. Il y a des trucs qui me stressaient avant. Là, pour moi, je vois, OK, OK, et après, je fais ça. Je suis vraiment orientée solution, tout en étant vraiment connectée à moi-même. Et même là, je suis dans une période d'introspection parce que j'ai mis beaucoup de, genre, pas des attentes, mais beaucoup d'objectifs, voilà, cette année. Et là, c'est presque mi-octobre. J'ai pas vraiment atteint tous mes objectifs, mais quand je reflète à ce que s'est passé vraiment derrière tout ça, je vois que j'ai fait quelque chose qui n'a pas de prix et que j'ai vraiment travaillé sur moi-même. J'ai beaucoup appris et je vois que j'ai toute la capacité de vraiment de poursuivre ce chemin, même si c'est pas facile, même si je sais que ça c'est n'est que le début, mais j'ai cette confiance en moi et l'univers en général, c'est que si on continue à faire les choses, si on baisse pas les bras, on ose et on se concentre à ce qu'on vit là aujourd'hui, à ce moment-là, c'est que après, quand on va penser à ce que s'est passé, ces derniers moments, on va dire: «Waouh, j'ai vraiment fait quelque chose» et Ça, c'est aussi la dure, loi ouais, de l'entrepreneuriat avec des hauts, des bas, des comme tu dis, des tu poses tes objectifs en début d'année et tu peux être en total décalage, 10 mois après. C'est le jeu. L'idée, comme tu dis, c'est de vivre, je pense, le moment présent pour, ancrer, récupérer ce qu'il y a à apprendre et après ajuster, tu vois? Et du coup, ça me faisait rebondir un petit peu sur, ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu avais créé donc tu t'es formé en breathwork et tu avais créé des programmes ou des espèces de formations. Comment toi, aujourd'hui, tu communiques pour justement vendre, ces offres? j'ai choisi Instagram, en fait, parce que je suis déjà très à l'aise avec Instagram. Même avant tout ça, j'ai un compte, où je partage, sur mes voyages, je crée de contenu. Donc moi, j'étais quelque chose de très à l'aise. C'était ma zone de confort de créer sur Instagram. Je parle pas beaucoup, mais j'aime bien créer, j'aime bien partager, écrire, et cetera. Donc j'ai commencé sur Instagram. Hem et après sur Instagram, si t'as pas des feedbacks, si t'as pas vraiment fait un truc qui est pas normal, tu peux publier tous les jours et ne pas avoir de résultats. Donc moi, ce qui m'a vraiment aidé, donc pendant cette année, c'est, le bouche à l'oreille. Je contacte directement les gens. C'est vraiment le contact direct. C'est ça qui m'a ramené des clients, c'est ça qui m'a ramené, des gens qui là, je suis en train de les former, des coachs et qui suit des programmes. Donc, c'est bien d'être présent sur les réseaux. C'est très bien, ça c'est quelque chose qui est obligatoire en ce moment-là. Mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment ce qui est plus important, c'est ce qui se passe derrière tout ça. Donc, pour moi, c'est pas vraiment ma zone de confort aussi de faire la prospection, de parler aux gens. Je suis quelqu'un qui est timide et je voulais pas déranger les gens. Mais j'ai appris que moi, je suis pas en train de déranger les gens. Au contraire, je suis en train de les offrir un service, découvrir quelque chose qui peut les aider et ça a changé vraiment ma vision à voir les choses. Donc là, moi, si quelqu'un s'abonne à moi, donc j'ai pas de souci, je lui envoie un petit message. S'il répond, OK. S'il répond pas, c'est pas grave. Si je peux rebondir sur ça ou bien je peux. Mais en tout cas, moi, je fais mon pas et ça, c'est vraiment, si je peux conclure, c'est le truc qui marche le plus. C'est Ouais. vous vraiment, c'est les gens directement. Parce qu'on voit plein de comptes, plein de publicités. Là, vraiment, Instagram, les réseaux sociaux sont vraiment saturés. Il y a beaucoup de belles personnes qui sont inspirantes et qui sont des belles solutions, mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment le contact avec les gens. Et moi, c'est pas que le contact physique, c'est pas que le contact virtuel, mais aussi je me déplace beaucoup dans les événements où je peux trouver ma cible, par exemple des retraites, les festivals qui combinent musique, art, spiritualité, des workshops, etc. Donc c'est là-bas, les gens, ils se connectent à toi, ils parlent avec toi et du coup, à ce moment-là, après avoir créé cette première connexion, les gens,
et te faire confiance. Et là, par exemple, là, je suis ici à Paris, ça fait plusieurs années que j'habite ici. C'était vraiment très difficile de commencer alors que je vais te donner vraiment un exemple. Moi, j'ai des amis à Amsterdam, mais des amis que j'ai connus dans des événements pareils. Et ça fait un mois où j'ai organisé ma première session à Amsterdam et j'étais agréablement surprise parce que j'ai trouvé un support humain. J'ai trouvé du monde que moi, il y a ceux que je connais, il y a ceux que je connais pas. Et c'était parce que ils me connaissent en fait, parce qu'ils m'ont vu dans des milieux, comment moi je partageais ma vision, comment moi je me comportais très spontanément. Et je me disais que voilà, les gens, ils voulaient te connaître toi. C'est pas que la solution que toi, tu vas les offrir. Donc, Oui, pour les moi, gens le viennent pour marketing, la ouais, personne. oui, exactement. Pour moi, le marketing, c'est vraiment, c'est une énergie. Comment nous, on a envie de partager, de communiquer cette énergie. Là, l'Instagram, ça me prend vraiment beaucoup de temps parce que j'ai envie de ne pas être limitée à les gens que je connais. Je voulais vraiment j'ai une vision plus large et donc, ça me prend beaucoup de temps, mais aussi, je sais que c'est pas dans le vide, ça va être comme la boule de neige, ça va grandir le jour au lendemain si on baisse pas. Ouais, Et c'est pas facile le marketing. C'est heureusement que moi, quand j'ai commencé, j'avais le compte CPF et donc je me disais quelle formation je voulais faire, chef de projet, je sais pas. Et après, je me disais, bah, ok, moi, le marketing, c'est quelque chose qui est très important pour un entrepreneur. Rien que la mindset, la philosophie, en fait. Et j'ai trouvé une formation qui était très bien, marketing digital, et ça m'a vraiment permis de comment structurer ma vision, comment connaître ma cible, même si ce point-là, c'est pas toujours simple de vraiment se concentrer sur une cible, alors qu'en nous, on veut aider tout le monde. Mais mmh, j'essaye vraiment de toujours prendre en considération que moi, je parle avec une cible, avec une personne qu'ils ont ce genre de problème. Et voilà, donc j'apprends tous les jours. Je peux pas dire il y a une baguette magique, mais au moins j'essaye et j'essaye de trouver la méthode en fait qui me correspond à moi. ouais. Ouais, j'aime bien rappeler qu'il y a pas une seule solution, un seul chemin. Chacun arrive à trouver sa propre méthode, avec sa propre écologie pour que justement ça soit fluide et que, bah, on n'arrête pas, de communiquer ou de faire du marketing, au bout de 3 mois, quoi. Donc ça, c'est vraiment important et c'est bien de l'avoir souligné. Trop bien. Du coup, si on doit faire quand même un récap, parce que moi j'ai entendu en début de conférence, enfin de podcast plutôt, que voilà Marois, c'est quelqu'un d'introverti, de très timide et pourtant là tu viens de parler pendant 1 heure où tu as raconté, Oui, là, quand j'ai vu le toute temps, ton histoire. Oui, donc comme quoi les 2 sont pas, oui, incompatibles. c- c'est la preuve qu'on peut changer. C'est la Voilà, c'est preuve ça que j'allais qu'on, dire. oui. Qu'est-ce que toi tu dirais à la petite Marois si on t'avait, dit que tout était possible, tu vois, dès le début? J'ai dit je t'aime déjà. Je lui dit que voilà, c'est bien de toujours croire en toi, de toujours. Merci, en fait, d'être toujours connecté à ton intuition. Parce que j'étais toujours connectée à mon intuition, en fait. Et c'est ça la OK. clé. Ouais, la 2 clé. en 2 phrases, comment on peut, travailler là-dessus sur ce parce que tu as beaucoup parlé d'intuition. Hem, Comment on peut arriver à travailler là-dessus pour être plus, connecté à soi et pas justement, hem, comment dire? Avoir ce syndrome de l'objet brillant ou à toujours vouloir se comparer aux autres et de se disperser? Ce serait quoi un petit peu les 2 ou 3 clés que tu pourrais nous Oui, apporter? franchement, si je peux résumer ça, c'est avoir un temps pour nous, avoir un temps pour nous pour rien faire, en fait. S'éloigner des écrans, s'éloigner de tout ce qui peut nous stimuler en constance, parce qu'on est vraiment stimulé toute la journée. Et il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à s'écouter parce qu'on a tendance à se fuir à nous-mêmes. Moi, pendant plusieurs années, je fuis à moi-même parce que j'ai pas envie de m'écouter. Toujours, je me disais que non, tout va bien, ça va, et j'essaye de m'occuper par tout et n'importe quoi. Alors que le jour où j'ai commencé à m'écouter, ça a changé beaucoup de choses. En fait, ça nous permet déjà de nous pardonner, d'accepter notre vie et de trouver cette voie parce que
Moi, je crois que chaque personne, elle a un pouvoir. On est tous uniques, on est tous incroyables. Chaque personne, elle a vraiment qui est un gift, qui est naturel, qui est propre à elle. Et donc, nous, on doit juste trouver ça. Et comment on peut pas trouver ça en regardant des documentaires tous les jours. On peut pas en lisant les livres. On peut trouver ça que quand on se connecte à notre corps, parce qu'on est toujours dans notre cerveau. On doit se connecter à notre corps. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi le breathwork parce que pour moi, c'est une méthode qui est assez simple, qui est assez magique. Le breathwork, qu'est-ce qu'il fait? Ça turn off, ça désactive le mental et on retourne à notre corps, à notre respiration. Et c'est là, c'est la clé vraiment. C'est que on doit se rappeler qu'on a quelque chose, un pouvoir. C'est que nous, on a une respiration. Et il y a une étude qui a montré, plusieurs études qui ont montré que 80% de la population mondiale, ils ne savent pas, en fait, ils ne savent pas, respirer. Et ça, c'est fou, en fait, parce que nous, on respire d'une façon, on doit apprendre à respirer et on doit apprendre à se rappeler, à se respirer. On est concentré à notre respiration, c'est le moment où on est dans le moment présent. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. C'est pas une baguette magique, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Ça vient vraiment avec les pratiques. Et voilà, on apprend juste à nous aimer avec toutes nos imperfections. Personne est parfait, personne il a une vie parfaite. Chacun, même sur papier, il a tout. Mais chaque individu, il a vraiment ses galères, ses propres insécurités. Et les gens qui sont heureux, ce sont des gens qui, qui, qu'ils ont appris à vivre avec ces insécurités, qu'ils ont appris à Et pour des avoir, masques. oui, voir le bon côté des choses, parce qu'on a toujours quelque chose qui est bien dans notre vie. Si on voit ce qui se passe dans le monde, on va dire, waouh, moi je suis blessed, j'ai de la chance de vivre cette vie, mais pourquoi moi je plains? Et moi je peux te dire ça et après me retrouver anxieuse, c'est normal. Mais au moins, j'ai cette idée. Je me rappelle, c'est normal d'avoir des périodes de doute. C'est très normal. Il faut juste comprendre comment notre cerveau, il fonctionne. Notre cerveau, il a toujours tendance à nous inviter à laisser dans la zone de confort et et de contrôler, en fait, les choses. Donc, voilà, ma question, c'est de se connecter à soi-même, se connecter avec la respiration. Bien, mais écoute, en tout cas, merci pour, tout ton partage. Avant de Merci à terminer, je toi. t'avoue par des petites questions en vrac. L'idée, c'est juste que tu puisses, bah, y répondre, factuellement, sans jugement et sans devoir se justifier. Est-ce Ah que oui, tu es ok. prête? Ok, Du coup, si tu prends un petit déj, tu plutôt salé ou sucré? salé. Ton film ou ta série préférée? Film. Ce serait quoi, du coup? Inception. Ah ouais, j'adore aussi. Mer ou montagne? Matin ou soir? Soir. Plutôt lire un livre ou écouter un podcast? Podcast. Ou café? Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? Pas de jugement, on a dit. Tu Oui, préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? avec de la musique. Plutôt organisé ou freestyle? Ah oui, freestyle. 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? Hmm, 10 millions à vie. 1 million cash ou 10 000 € par mois à vie? Tu 10 préfères les 000, 10 000? oui, 10 000, Ouais, 10 000 à vie, oui. 10 000 à vie. OK, trop bien. Bon, bah, c'est la fin de l'épisode. Comme je disais, bah, je suis, hyper content de t'avoir reçu. Merci, Est-ce pareil que, pour moi. ouais, de rien. Est-ce que Marot, tu aurais quelque chose à un dernier message à faire passer? Soit rebondir sur un truc que tu as dit ou un truc on n'a pas du tout abordé qui te tient à cœur? En fait, je voulais dire aux gens qui nous écoutent, c'est que ose te brûler, ose laisser mourir ce qui est plus toi. Ose dire je suis moi, je suis comme ça et je m'accepte. Et parfois, tout commence simplement avec un souffle, avec une simple décision. OK, bah, écoute, ça sera le mot de la fin. Ouais. On mettra en description, les différents, accès, tes les liens pour s'abonner à toi, notamment sur, Merci ta page beaucoup. Instagram et puis, bah, moi, en tout cas, je te souhaite le meilleur et puis hâte de Merci voir, également pour toi.
ton Merci beaucoup évolution, pour cet espace, pour cette discussion. Ça m'a fait énormément plaisir mais de rien. et à très bientôt, j'espère. Ouais. Merci à toi, à bientôt Marwa. Merci. Au revoir, bonne journée. Bye.